Quand tu rentres ici, tu sais jamais comment va ta nuit. Alors, Pipita, qu'est-ce que tu fais là, la merveilleuse là? Moi j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est fatigant. Ça fait que 2 ans que je suis là et j'en peux plus. Ça sent fort là. Il y a des insectes là, monsieur. Et il faut qu'on s'accroche parce que sinon l'hôpital va s'éteindre. Et donc c'est les plus pauvres qui subissent les conséquences de ça. Oh, c'est pas marrant. Je sais que c'est pas marrant. Ils sont déjà partis les pompiers? Vous avez idée d'Argenteuil? Bonjour monsieur. Je peux avoir une amie tous les 200. Le don 100. Hein? Le don 100, je mets les 211. Monsieur, bonjour, vous êtes à l'hôpital. Merci. Il a mis où l'on met les doncets? Ah, il est bien. Est-ce que vous avez mal quelque part? Je peux pas le... Dans la tête, ça fait mal ou pas? Dans la tête, ça fait mal? Non. Dans la poitrine, ça fait mal? Non. D'accord, bougez les jambes. Bougez les 2 jambes, s'il vous plaît. Bougez les jambes. Pourquoi vous me donnez pas, on s'en met dans le bon d'avant? Il est un peu dur. On arrive à avoir un contact quand même, mais t'as vu, il faut être un peu ferme avec lui, tu vois. Donc tu vois, vu que là, Alicia, t'as un patient qui répond pas, enfin tu vois, qui va pas vraiment faire, il faut que toi-même tu fasses des examens pour voir. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des déficit évident. Là, je me pose la question parce qu'il tient un peu moins bien, tu vois. Tenez la jambe! Tenez la jambe! Tu vois, il la tient. Ouais, c'est bon. Je prescris le bilan, l'IRM, la totale. Oui, bonjour madame, docteur Girard aux urgences de Saint-Denis. Vous êtes la femme de monsieur... Oui. Donc, effectivement, là, il est aux urgences de Saint-Denis. Il a été transféré d'Argenteuil parce que une confusion qui vient brutalement comme ça peut être évocateur d'un AVC. Vous imaginez bien qu'on est un peu dans une course contre la montre pour faire en sorte d'avoir le moins de lésions possible si c'est bel et bien un AVC. Donc je vais noter votre numéro tout de suite dans le dossier et dès que j'ai un peu plus de réponses, je vous rappelle, d'accord? À tout de suite. Au revoir. Donc il est prof de gestion à 70 ans. Franchement... Mais normalement, c'est le neurologue qui a le... Franchement, stylé. Il y a quand même des gens stylés dans ce monde. Hein. Mais bon, là, tu te dis vraiment, le mec... allait très bien il y a 5 heures et là ça se trouve il va être handicapé à vie quoi. Ok. Je sais pas, on voit combien de malades dans une garde? On voit minimum 20. Tu vois, minimum 20. Après, ça va de la consultation très facile aux cas qui vont prendre 8 heures où tu vas pas t'en sortir, tu vois. Donc les chiffres, ça veut un peu tout et rien dire. Ça représente les urgences, vraiment, géographiquement, avec tous les patients qui arrivent. Et donc là, on a toute la partie plus grave des urgences, qu'est le SAS. Et pour l'instant, on a un patient qui y est. Il est là. Et donc là, j'ai un choix horrible. Est-ce que je mets un jeune de 19 ans qui a hyper mal à cause de sa drépanocytose dans un lit? Ou est-ce que je mets un monsieur de 81 ans qui a un AVC et pour lequel il n'y a pas de place en neuro? Et donc voilà, on est obligé de choisir. Bonjour monsieur. Bonjour. Racontez-moi ce qui vous amène. Eh ben c'est... samedi, j'ai voulu... De mon coffre, j'ai soulevé un pack d'eau qui fait 10 kilos. Et puis... je me suis fait mal. Vous êtes tout seul à la maison? Oui. Et vous gérez tout seul le pavillon? Oui. C'est vous qui vous faites à manger? Oui. Vous êtes totalement autonome? Oui. Eh ben vous m'impressionnez. Vous avez 90 ans? Oui, bientôt 11. Bientôt 11. C'est où que vous avez mal? C'est là. Là, ça vous fait mal? Oui, et l'os de droite. À droite, là. Le fait d'avoir porté une charge lourde et d'avoir senti ça, c'est ce qu'on appelle un lumbago. Je l'ai pris, j'ai fait ça. Ouais. Comme que je me croyais toujours jeune. Mais vous l'êtes, croyez-moi. On va essayer de vous soulager, surtout de vous trouver un médicament pour la douleur qui peut vous aider. Oui, oui. On appellera une ambulance pour vous faire rentrer avec ce médicament-là, d'accord? Rentrer à la maison? Ah non. Pourquoi? Je peux pas me lever.
C'est ça qui vous inquiète? Ah oui, oui, je ne vais pas pouvoir me lever pour le moment. C'est impossible, hein. Non, en fait, il faut plus que vous vous mettiez en position complètement couchée, monsieur. Il va falloir rester assis le temps que le lumbago passe parce que c'est ce mouvement-là qui va vous faire très mal. Ah là, ah non, j'ai mis 1 heure pour essayer de me lever. Quand je suis arrivé là, j'ai voulu me retourner, je suis tombé. Et hier, je suis tombé aussi. Bon, je vais appeler votre fille et je vais discuter avec elle, d'accord? Ça va être compliqué, ça. En 20 ans, les hôpitaux publics ont perdu 1/4 de leur capacité d'accueil, soit quasiment 80 000 lits. Une baisse qui s'explique par ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Au lieu de soigner à l'hôpital, on développe la médecine de ville. D'une part via la médecine libérale, médecin généraliste, infirmière à domicile, etc. D'autre part via des hospitalisations de plus en plus courtes à l'hôpital, histoire que les patients ne dorment pas sur place. Par ailleurs, depuis les années 2000, on a réduit la prise en charge des personnes âgées à l'hôpital avec le développement des EHPAD et des soins à domicile. Mais alors, est-ce que ça a vraiment fait baisser le nombre de passages aux urgences? Eh ben, pas vraiment. Ce chiffre a même augmenté de 67% en 20 ans. Beaucoup critiquent la logique de rentabilité qui s'est installée à l'hôpital. Et c'est vrai que les économies qui lui sont demandées ont drastiquement augmenté depuis 2016. Les gars, je suis en train... attendez, qui est au scan, qui est au truc? Là, je vais ramener les 3 là. Là, il emmène les 3. Ok, super. Et Edouard, c'est une dame... Est-ce que l'autre, elle est partie en gynéco? Oui, depuis longtemps là. Skelda là, Scalada, Skelda. Non. Ah non, on n'a pas encore. Non. Allez les gars, là... On est au scan, nous, on est au scan. Non, faut aller Madame plus Houssen, vite. viens justement. Pas du tout depuis 3 jours. Elle fait les gardes, mais c'est pas de difficulté. Monsieur, j'ai eu votre fille au téléphone. Oui. Elle m'a dit qu'elle pouvait se déplacer chez vous demain, mais pas ce soir. Non, la nuit, ça va pas. Mais la nuit, vous allez dormir, monsieur. J'ai pas dormi de la nuit dernière. C'est pas que je veux pas vous garder, c'est que je ne peux pas. Vous comprenez ça? Où je vais aller? J'ai plus de force. Je sais bien, vous avez mal, c'est ça qui vous fatigue. J'ai plus de force. Je suis en mauvais état. Je vous le dis, j'ai jamais été comme ça. Je mets votre sac à côté de vous, d'accord? Ça me brise le cœur, mes retours en Naël pour lui. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Les gens, quand ils ont quelque chose, non, c'est question de sang. Question de quoi? Pognon. Je me trompe pas. Attendez madame, je vous emmène. Les urgences de Saint-Denis, c'est long. Un peu comme partout. Oh, c'est pas marrant. Je sais que c'est pas marrant. La patientèle Saint-Denis, oui, il y a une précarité qui fait qu'il y a certaines situations sociales qui nous amènent à devoir prendre des décisions à des moments qui ne sont pas juste médicales mais sociales. Vous prenez votre douche ou pas, monsieur? Parce que ça sent fort, là. Il y a des insectes, là, monsieur. C'est la conséquence directe de gens qui ne trouvent pas de médecin généraliste, savent plus quoi faire, ont mal, et donc consultent parce qu'ils ne viennent pas par plaisir aux urgences. Les gens, ils viennent jamais par plaisir ici. Vous avez quoi comme couverture sociale? Même pas rien. Rien? Je peux vous donner le contact d'une assistante sociale? Oui, s'il te plaît. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus compliqué aujourd'hui finalement de trouver un médecin généraliste, quelqu'un qui va vous suivre de manière assez complète, que finalement d'avoir accès à un médecin aujourd'hui avec la téléconsultation, Doctolib. On voit se multiplier cette offre-là et tant mieux, on en a besoin. Mais en fait, quand on creuse le sujet, ça reste, comme notre chef le dit, de la médecine fast-food et ça, c'est très compliqué, notamment pour la patientèle qu'on a ici. Non, on parle français. Ça, je pourrais pas comprendre. Parlez-moi en français. Je vois que vous parlez très bien français. Je vais vous donner un médicament. Pardon.
Îți voi da medicamente pentru a calma durerea. Da, e bine. Ok. Comme d'hab, on revient à la partie sociale, mais en fait, le patient qui parle pas français, qui a pas de couverture sociale et qui sait pas où aller, en fait, à part les urgences en rouge ouvertes 24 heures sur 24, je vois pas comment d'autres ils pourraient être insérés dans un circuit, en fait, si on est très honnête. Si l'hôpital le fait pas, il reste quoi. Parce que nous, pour l'instant, on a trois patients qu'on doit garder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai renforcé les urgences avec le renfort du renfort. Le renfort du renfort? Voilà, au cas où. Parce qu'on n'a pas les en rouge urgence. Ouais, mais il vaut mieux mettre un AVC en gastro ou l'héberger en chir pour que la neuro le reprenne? On l'héberge, non? Ouais, normalement, oui. D'accord. On va héberger en chir. Quand tu rentres ici, tu sais jamais comment va ta nuit ou ta journée. J'ai commencé à 21 h, je me suis pas arrêtée depuis tout à l'heure, je suis en transpiration. Voilà, j'ai travaillé, j'ai couru dans tous les sens. Les punaises de lit, les patients qui ont la gale, les changes, le travail qu'il y a autour pour 1500 €. Non, 1600. Sans les primes, je te jure que c'est ça le fixe. Le salaire pour moi il doit être proportionnel à la charge de travail et il n'est pas proportionnel. Parce que là vous faites combien d'heures semaine? Minimum 40 heures par semaine. C'est vraiment le minimum. Ouais. En moyenne, c'est ça. 40 à 60 heures. Ah, attendez, bougez pas. Oh, vous me faites mal, en plus vous me greffez. Alors, vous dites pas qu'est-ce qu'il fait là, la nerveuse là? Pareil, il y a plus de violence aussi, il y a plus de violence conjugale. On ne se sent pas du tout protégé, on est en insécurité. Les patients sont très très agressifs parce que du coup, forcément, vu qu'il y a moins de personnel, il y a beaucoup d'attentes. Donc les gens s'impatientent et du coup, ça part rapidement en insultes, en violence, voilà. Tout ce qui s'ensuit, quoi. Non, le manque d'effectifs, ça fait une baisse d'empathie, je trouve déjà. On est moins empathique qu'avant. Une baisse d'empathie et aussi, ça se ressent dans plus de patience et on est dans les soins en fait. Oui, voilà, ça se ressent. On fait juste du travail à la chaîne, c'est même plus... Parce qu'on n'a pas le temps de prendre en charge le patient correctement. Après, on est consciencieux quand même dans notre travail, on va pas faire les choses... mais on les fait tellement rapidement et tellement machinalement. On prend plus le temps de discuter avec le patient, de voir si... On n'a plus le temps de voir s'il va mieux, pourquoi il est dans ces conditions, pourquoi il est comme ça, parce que des fois, c'est une détresse psychologique pour le patient, son passage aux urgences, et on n'a pas le temps forcément de discuter avec eux. C'est juste faire les soins et partir. Vous pensez réussir à faire ça longtemps, dans ces conditions-là? Moi non. Je suis en train de gâcher ma jeunesse ici. Non mais c'est vrai, on est tout le temps là, je sors plus, je vois plus personne, on aime vraiment ce qu'on fait, moi j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est fatigant, moi je ressens la fatigue et ça fait que 2 ans que je suis là et j'en peux plus, franchement j'en peux plus. Des fois on se le dit entre nous, on va se reconvertir, on va changer, on va ouvrir un resto. On va ouvrir un resto. Quasiment toute la Seine-Saint-Denis est classée comme désert médical avancé. Il y a un médecin pour 990 personnes, là où la moyenne française est de 1 pour 676 personnes. Les médecins en Seine-Saint-Denis doivent donc potentiellement s'occuper d'un tiers de patients en plus. Pénurie de médecins à Saint-Denis, mais aussi à travers la France. La raison, trop peu de place dans les facs de médecine. Sur les 10 dernières années, les gouvernements ont augmenté le nombre d'admissions, jusqu'à supprimer la limite de place, le numerus clausus, en 2021. Seul bémol, les effets de ces décisions ne seront pas visibles avant une dizaine d'années. Pour ce qui est du personnel soignant, à l'hôpital de La Fontaine, 20% des postes d'infirmiers et aides-soignants sont vacants. Si on compare aux autres pays européens, le salaire des infirmiers français est à la traîne. Les infirmiers espagnols sont payés 32% de plus et les Allemands 42%. Quant aux Belges, c'est 98% de plus. Dans ces conditions, c'est pas étonnant que 99% des établissements en France déclarent avoir des difficultés à recruter. Pour enrayer la crise, le gouvernement a annoncé une augmentation des salaires de 183 € net lors du Ségur de la santé. Mais c'est jugé insuffisant par beaucoup de soignants au vu des conditions de travail et ça reste en dessous de la moyenne européenne. Donc attends, lui, il se casse, tu m'as dit? Non. Non, lui, il reste. On attend sous scan. J'ai fait sortir. Là, il vient de partir. Ah, donc là, on a le tableau est véridique ou pas, les gars? Ouais. Le tableau, il est à jour, là? Non, pas en 3, mais ils sont en train de remplir les dossiers pour qu'il les fasse sortir. Tu vois, lui, il est venu aux urgences hier.
Il est venu aux urgences hier et là, il est 5 h du mat. Tiens, il est déjà 5 h du mat. Vous êtes Mon fils. Le fils. Et vous êtes D'accord. Je voulais juste faire un point parce que nous, on l'a vu hier, hein, votre papa, monsieur. Oui. Mais c'était un problème plutôt digestif. Il a eu son scanner, il a eu tout ça, etc. Et donc là, c'est respiratoire aujourd'hui? Il a fait une chute, il a un souci neurologique. Et nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est qu'il puisse arrêter de faire des allers-retours et qu'il soit en fait dans un service neurologique où on peut lui faire un bilan complet. Ça fait 1 mois qu'il fait des allers-retours. C'est les médecins de la masse qui doivent coordonner tout ça, prendre contact avec des neurologues. Enfin, si ça fait 1 mois que ça dure, ça aurait dû être fait, quoi. Oui, c'est l'infirmière de la masse. Ça va pas du tout. Oui, je suis avec le médecin à l'instant, je vous le passe. Oui, bonjour. Docteur Girard des urgences de La Fontaine. Le motif d'envoi, il va falloir qu'on se coordonne parce que, en fait, il a de la fièvre, certes, mais c'est pas un motif de transférer les patients aux urgences itérativement tous les jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, vous vous rendez compte qu'on l'a déjà vu pendant 6 heures, on lui a fait sa prise de sang, on a dû le sédater pour lui faire un scanner. Enfin, franchement, c'est pas... ne serait-ce que éthiquement pour lui, au bout d'un moment, j'en ai marre de lui faire des examens dans tous les sens, alors qu'en fait, on sait même pas ce qu'on cherche, et que, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas correct, en fait, pour lui. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez plus rien à faire, madame. Vous êtes déjà au maximum. D'accord? C'est pas à vous d'organiser les explorations neurologiques de votre papa. C'est aux médecins qui s'en occupent de faire tout ça. Lui, c'est un vrai exemple de problème structurel. C'est-à-dire que tu as une infirmière au téléphone qui te dit en fait, j'avais une patiente grave que je devais gérer, je suis toute seule et lui, il déambule partout, je pouvais pas le gérer. Quand tu demandes s'il y a un médecin coordinateur, elle te dit il est plus là depuis janvier, donc il y a un remplaçant qui vient une demi-matinée par semaine. Tu as là, en plus en l'occurrence, une famille qui est présente, qui est sympa, qui veut bien faire. Et donc c'est compliqué. Ça, c'est un vrai problème structurel. Tout ça là. Bon, dommage pour lui. Il a quoi comme symptômes? Il est complètement confus. Mais genre chaud. Et c'est fréquent pour la localisation? Tu vois, c'est temporaux. En fait, tu vois, c'est tout ton air de verniquer, quoi. C'est tout son air du langage. Le mec, il est prof de gestion à 70 ans en école de commerce. Il était en cours tout à l'heure, quoi. C'est chaud, hein. C'est triste. Donc finalement, ça saigne à l'intérieur de sa tête. Et donc là, il faut croiser les doigts pour qu'en fait le saignement se résorbe. Pendant cette phase aiguë de quelques jours, il va rester dans un centre spécialisé pour être sûr que les choses ne s'aggravent pas. Et à partir du moment où on sait que c'est stable, ils peuvent, je pense, avoir une idée de ce qu'il va garder malheureusement et le potentiel de récupération qu'il va avoir, quoi. Puis voilà, mais bon, un monsieur qui était encore en activité jusqu'à aujourd'hui, je pense quand même que il n'y aura aucun retour à l'état antérieur possible quand on voit la taille de son saignement. Je lui souhaite de récupérer au maximum, mais intégralement, j'ai du mal à y croire, quoi. Comment tu gères en toi les impacts des maladies, des morts éventuelles? Comment on gère? Il faut toujours avoir beaucoup d'humilité parce que en fait, le principal concerné, c'est le malade, c'est pas moi. Ensuite, tu prends du recul, c'est-à-dire que moi, je me dis toujours, j'assiste à la proportion de choses comme ça qui arrivent. C'est sûr qu'on la voit de manière très condensée dans notre métier, mais c'est en fait, entre guillemets, juste la part statistique de gens malades qu'on voit de très près dans notre boulot. Donc on gère comme ça, quoi, avec un peu d'équilibre, de recul, beaucoup de discussions entre nous. Voilà, je le vis et puis voilà, quoi. C'est bien, voilà, ce qui se passe juste. Ça va, monsieur? Ça fait mal dans la tête? Ouais? Vous avez mal là à la tête? On va vous mettre quelque chose pour la douleur, d'accord? Vous savez où vous êtes ici ou pas? Ça, quoi. Vous savez où vous êtes? Oui, ça revient. Ça revient? Ça revient. Comment vous vous sentez? J'ai coma. Ouais. Coma, déjà. D'accord. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ok. D'accord. Vous avez des questions ou pas? Ça va. Ça va. J'ai un peu la veine, puis on rafta.
Bon, pour l'instant, on vous laisse vous reposer, ok? Ouais. Et le prévoir, les bons vins. Vous énervez pas, monsieur, c'est normal. C'est normal que la tête, elle aille pas. C'est normal que les mots qui sortent soient pas les bons. Mais vous inquiétez pas, ok? D'accord. T'as du feu, toi? Je vais allumer ta cigarette. Je suis un peu étonné parce que lui, ça fait... Il y a pas mal, il est sorti de l'hôpital il y a pas très longtemps. Ça va? Ça va. Ça va, chef? Ça va bien? Mais je sais pas ce qu'ils ont fait pour lui, quoi, parce qu'il m'a pas l'air d'être tout à fait bien stabilisé. Vu ses tremblements, je pense qu'il a pris une bonne dose de neuroleptique déjà, tu vois. En fait, moi j'ai vu, ça fait 10 ans que je suis là. Au début, on recevait des patients hospitalisés. On les voyait, on indiquait une hospice, on appelait l'hôpital. Ils avaient la chambre quasiment dans l'air, tu vois. Des fois, le truc qu'on attendait le plus, c'était le résultat de la prise de sang. Là, il reste 3 à 4 jours aux urgences en attendant d'avoir une place. Donc déjà, tu fais un peu de tri de savoir qui tu vas vraiment hospitaliser. On a quasiment tous les gens qui viennent et qui demandent leur hospitalisation eux-mêmes. Tu ne les hospitalises pas parce que tu te dis, bon, s'ils sont capables de demander, c'est qu'ils sont pas si graves que ça, tu vois. Là, on se retrouve à hospitaliser que les gens qui sont en fait ramenés par la police ou les pompiers, enfin les patients graves, quoi. Ouais. Qui sont déjà dans un état de décompensation de leur maladie bien avancée. Et là, franchement, c'est ultra rare où un patient que je reçois, on lui trouve une place et il part dans la journée. Tu fais, waouh, c'est un truc de fou. Alors que ça devrait être normal. On essaye un peu d'arrondir un peu les angles et tout pour pas que ce soit le méga bordel, mais des fois je me dis, on n'en est plus à sauver les patients, on en est à sauver l'hôpital. Moi je suis pas là pour sauver l'hôpital. Ça te donne envie de partir parfois? Ouais, bah moi je pars là le mois prochain. C'est vrai? Enfin le mois prochain, pas le mois prochain, en septembre. Tu pars pour... Je vais aller à Saint-Nazaire m'occuper des marins. Ça va changer un peu. La pénurie des soignants et la suppression des lits sans investissement suffisant dans la médecine de ville participent à cet embouteillage. Le syndicat SAMU Urgences de France estime qu'il y aurait eu plus de 150 morts inattendues entre décembre 2022 et janvier 2023. En 2 mois donc. Des patients qui seraient décédés sans avoir pu être pris en charge correctement. Face à la crise, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour consolider la transition ambulatoire. La dernière en date, embaucher plus de personnel pour répondre aux 15 et vous réorienter vers des médecins de ville. En parallèle, des alternatives privées aux urgences se multiplient aussi, les centres de soins non programmés. Ils participent au désengorgement des urgences en captant les cas les moins graves. Mais certains soignants leur reprochent de contribuer à la fuite du personnel vers le privé et de ne pas être adaptés aux besoins des patients les plus précaires. En attendant, 75% des praticiens hospitaliers disent vouloir quitter le service public dans les 5 ans. En sortie entre guillemets d'études comme moi je le suis, j'essaye de me ménager entre guillemets dans l'idée de pouvoir tenir. Mais si je suis honnête, ma capacité de projection, elle dépasse pas 6 mois. Dans l'exercice en lui-même, on a une activité qui nous plaît, qui est de la médecine, mais il y a toute une charge de travail qui est de l'administration, qui est de trouver des places, qui est de négocier en permanence avec des institutions, que ce soit les cabinets de médecine libérale, les EHPAD. Et ça, c'est très ingrat. Et ça, c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. Je pense que comparé au reste du monde, on a encore énormément de chance d'avoir un système solidaire en France. Mais je pense que justement, là, on est dans une urgence qui est de sauver ce système-là.
Parce que plus on laisse le temps passer, plus on voit que c'est quelque chose qui se dégrade. Et du coup, plus on tombe dans cette inégalité d'accès aux soins et donc de prise en charge. Et donc, in fine, ça se transforme en les gens plus pauvres sont plus malades et moins bien pris en charge. Et on a un petit peu ce goût-là, d'être au début de la fin. Il y a des mesures politiques qui sont mises en place sur le plan théorique qui sont plutôt là pour essayer de regonfler l'attrait qu'il y a dans le système public. Mais en même temps, il y a un côté entrepreneurial, business pur du système privé qui est en train de s'approprier légitimement ou pas un énorme créneau de soins et qui du coup se développe à une vitesse phénoménale. Et donc je dirais que là c'est le moment pour les soignants et pour l'hôpital public et donc pour les politiques qui prennent des décisions d'être à fond. Parce que si on ne passe pas le virage ambulatoire et tout ce qui va arriver, l'hôpital va s'éteindre. Et donc là, on est au moment où il faut absolument, absolument, absolument sauver le navire.